Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le retour des marchés américains après un week-end prolongé. Même si Wall Street a connu une demi-séance lundi, les marchés américains étaient fermés hier pour la fête nationale américaine. Retour donc des investisseurs américains dans le jeu des marchés aujourd'hui, avec parmi les événements attendus du jour en matière de publication, le compte-rendu, les minutes de la dernière réunion de comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, les minutes qui seront publiées ce soir à 20h pour prendre la mesure en profondeur des discussions et des débats qui ont lieu lors de la dernière décision de la Réserve fédérale américaine, en attendant la prochaine qui se déroulera fin juillet et qui pourrait bien être une décision d'un nouveau mouvement de hausse de 25 points de base. En tout cas, c'est une décision qui est ouverte, nous avait d'ores et déjà averti Jérôme Powell de ce point de vue-là. Du côté des marchés, la dynamique est assez molle, on va le dire comme ça, en ce début de nouveau mois, en ce début de nouveau semestre. Nouveau mois veut dire contrôle technique des marchés dans Smart Bourse avec Romain Dobré qui sera avec nous dans un instant en visioconférence, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, pour revenir sur les enjeux techniques du moment à l'issue d'un mois de juin qui a été quand même un bon mois de juin pour les actifs risqués, pour les marchés actions notamment, sur fond de volatilité qui ne cesse de s'écraser du point de vue des marchés actions. Que peut-on attendre du mois de juillet et de l'été sur le plan boursier? Et puis plus globalement, nous ouvrirons également le débat sur les enjeux de ce second semestre, sur le plan macroéconomique, sur le plan des marchés globaux. Ce second semestre s'annonce comme un moment de vérité pour l'atterrissage de l'économie américaine, notamment après la résilience observée depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant. C'est Michael Nizar, le responsable de la gestion multi-asset et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, d'un mois à l'autre, c'est l'occasion de retrouver Romain Dobré pour notre contrôle technique mensuel des marchés, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Romain. Merci d'être avec nous. Bon, je le disais, effectivement, si on redit un mot quand même du mois de juin, avec notamment une dernière semaine du mois de juin qui a été une belle semaine positive pour l'ensemble des grands indices actions en Europe et aux États-Unis notamment. C'est vrai que le mois de juin a été un bon mois pour les marchés actions, avec toujours ce phénomène de baisse de volatilité qu'on peut mesurer à travers le VIX notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation, en commençant peut-être par le marché américain, Romain? Effectivement, un bon mois de juin, des indices qui ont progressé de façon assez harmonieuse. D'ailleurs, le Nasdaq et le S&P ont progressé de 6,5% tous les deux. L'Eurostoxx 4,29, le CAC 40 4,25. On voit qu'il y a une symétrie. On n'oublie pas le Nikkei 7,73. Et puis celui qui a fait moins de bruit, mais c'est le FTSE en Italie, FTSE MIB, qui a pris 8,37. Donc un mois effectivement qui vient gommer un mouvement de baisse du mois précédent en Europe, qui permet aux indices américains de former de nouveau plus haut. Sur fond, il faut le dire aussi, de considérations techniques. Le mois de juin, c'est une échéance trimestrielle, semestrielle sur les marchés dérivés. C'est important. Et il y a eu un peu un phénomène d'emballement, non seulement parce qu'on a débordé des niveaux techniques sur les indices américains, mais qu'en plus, il y a eu des positions d'options records. Or, mécaniquement, comme souvent, c'est autour de l'échéance des marchés dérivés que le mouvement de consolidation s'est mis en place. Et on a vu, post-échéance, donc du 16 juin, tout de suite, le Nasdaq former un plus haut le jour même et puis commencer à consolider ensuite. Alors, il n'y a rien de méchant dans l'immédiat, mais simplement une pause. Et on apprend, post cette échéance, que de 20 à 30% de la position ouverte, donc du nombre de contrats d'options et de futurs, sur les différents indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, n'ont pas été reconduits. Ça signifie que les opérateurs ne se laissent plus porter dans ce mouvement et qu'ils décident de reprendre un peu de cash pour prendre des décisions. Alors pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas de pression baissière du tout, mais on n'a pas de soutien acheteur non plus, donc un marché qui flotte un peu, qui est sans tendance forte et qui ouvre la voie à des petits trous d'air, même si on n'a pas de structure de retournement dans l'immédiat.
Marché un peu englué, effectivement. Si on regarde la configuration technique du S&P 500, Romain, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'issue du mois de juin, le S&P 500 est revenu sur les niveaux de mars 2022, c'est-à-dire avant la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine. Le S&P et les marchés américains ont effacé toute la baisse qui a été liée au cycle de resserrement monétaire intense et accéléré par la Fed au cours de 2022. Exactement. On a même, et c'est important, débordé le signal de baisse fort qui avait été donné par le gap baissier que j'ai laissé à l'écran du 22 août 2022, au moment de l'intervention à Jackson Hole, et donc du signal de baisse fort qui était donné là. Le fait de déborder ce niveau, c'était un plafond de verre et ça a permis à l'indice d'accélérer. Maintenant, on voit qu'on arrive dans des zones de résistance fortes. J'ai laissé en rouge 4447, alors que le S&P avait timidement commencé une semaine qui était bien pour lesquelles les marchés américains étaient fermés. Donc, mais les futurs montrent qu'on est déjà repassé en dessous de ce niveau-là. Il va falloir des drivers pour déborder ces niveaux après un beau parcours. Donc une consolidation et un retour à la moyenne sont possibles. 4-5% sur le S&P paraissent raisonnables. J'ai positionné l'alerte de court terme à 4273 à l'écran, c'est plutôt l'alerte de moyen terme. On a le droit sous 4385 de faire une petite pause et c'est sous 4273 que l'alerte de moyen terme serait positionnée. Court terme 4385, un indice qui se comporte bien et qui a juste besoin de faire une pause. On voit qu'il n'y a aucune figure de retournement. Quand on regarde la configuration technique du Nasdaq, cette fois, Romain, alors avec tout le bêta supplémentaire qu'on peut avoir sur le Nasdaq, on retrouve quand même une configuration technique assez similaire. Oui, effectivement, alors assez forte, 46% de hausse depuis le mois d'octobre. Et pareil, on va buter sur un niveau de résistance clé, on le voit, il est très propre, 15 265. Post-échéance des marchés dérivés, on consolide un peu et puis un rebond assez rapide. Reste que ce mouvement de rebond se fait sans volume et que les marchés flottent un peu, il y a probablement besoin de faire une pause. Donc là, l'alerte de court terme est positionnée à 14 574, celle de moyen terme 13 720. Une consolidation de l'ordre de 8-10% pour aller rechercher cette zone 13 720, 14 060. Si on rompait 14 574 est possible. Maintenant, on va voir la force et la solidité de ce marché. S'il préserve 14 574 et l'alerte de court terme, il peut repartir ensuite. Et encore une fois, pas de figure de retournement. Simplement, on voit la fin d'une séquence, un mouvement d'arrêt dans quelque chose, et c'est plutôt sain. Le marché ne se retourne pas nécessairement après avoir progressé. Il peut aussi faire une pause. C'est un peu le message que donne l'indice pour l'instant. Pour essayer de comprendre effectivement, ou en tout cas d'évaluer les schémas de marché possibles sur les indices américains, vu le poids des 7 magnifiques, comme on les appelle désormais, donc les GAFAM plus Tesla et Nvidia, il faut regarder évidemment en profondeur ce groupe de valeurs. Vous avez choisi de regarder spécifiquement Amazon, Romain. Oui, effectivement, c'est pour montrer à quel point elle est à la croisée des chemins. Aussi magnifique soit-elle après le rebond qu'elle a connu, eh bien les opérateurs semblent avoir du mal à payer ces niveaux-là. Si tu es autour de 130, on le voit, elle évoluait Amazon au-delà d'une ligne de tendance haussière depuis 2016. Elle s'en est très largement éloignée en 2022. Et puis, il y a eu un retour à la moyenne, si on peut dire, avec une accélération baissière un peu marquée. Et puis, on revient sur cette oblique-là. Le marché l'a bien observé depuis 2 semaines, et même un peu plus. On bute sous ce niveau-là. Alors, encore une fois, pas de structure de retournement. On voit qu'on a construit quelque chose de fort pour rebondir, plusieurs mois, 5 ou 6 mois avant de réaccélérer à la hausse. Il est légitime qu'après un rebond de 50 € et 50 $ et plus sur le titre, eh bien la pause se fasse et il va falloir trouver des drivers pour déborder cette oblique. Encore une fois, après une accélération haussière, il faut que le marché fasse une petite pause, un petit retour en arrière peut-être pour prendre de l'élan, former quelque chose de plus solide. Donc on voit, et je trouve que Amazon est bien emblématique de ce mouvement-là, qu'il y a besoin d'une prise d'élan. Dans ce contexte, effectivement, de manque de conviction à ce stade ou de manque d'intérêt, Romain, est-ce qu'il faut attendre un retour de volatilité quand on voit les niveaux de faiblesse qui ont été atteints par le VIX américain, par exemple ? Comme on peut le voir, on est en complaisance. Ça y est, cette fois-ci, entre 12,10 et 15,40 sur l'indice VIX, on est en zone de complaisance. Et puis on voit que cette complaisance, elle est bien observée. Il y a des petits pics baissiers qui permettent de former un petit biseau, une petite structure de compression. Et on a l'air de vouloir rebondir au-delà de ce niveau de 12,10. Donc pas d'alerte majeure, mais la possibilité
pour l'indice de volatilité, de réaccélérer un peu, de réveiller un peu des opérateurs qui deviennent un peu plus optimistes. On l'entend dans le discours globalement, etc. Et donc, pourquoi pas un pic de hausse pour aller rechercher des niveaux situés entre 16,80 et 18,36. Donc, la phase d'optimisme, hein, mais un petit pic de stress possible. On voit que graphiquement, c'est très propre. Et encore une fois, que tout ça est très technique aussi. D'ailleurs, on était sur l'indice CAC 40 à moins de 11 sur la volatilité. On voit qu'une séquence de baisse comme celle d'aujourd'hui permet à la volatilité de repasser au-delà de 12 rapidement. Donc des opérateurs qui restent assez mobiles, assez agiles. Encore une fois, on n'est pas en phase d'euphorie, on est juste dans une séquence où on a besoin de souffler un peu et peut-être d'un petit rappel à l'ordre du stress. C'est intéressant parce que de ce point de vue-là, les marchés européens sont peut-être un peu en avance de phase par rapport au marché américain. On commence juste à parler peut-être de l'idée d'une consolidation sur le marché américain, alors que cette idée-là, c'est plus qu'une idée en Europe. C'est déjà une réalité depuis quelques mois maintenant, hein. Oui, et toujours de façon technique. On l'a vu sur l'Eurostoxx, séquence de consolidation qui a commencé post-échéance des marchés dérivés, mais celle-ci du mois d'avril. Oui. Depuis, on ne fait rien pour ainsi dire sur l'indice, hein, c'est classique. On peut le rappeler d'ailleurs, c'est un classique sur les marchés que les indices ne fassent rien pendant 30 à 60% du temps selon l'horizon de temps auquel on les regarde. Quand on dit rien, ils ont bougé. Mais on n'a pas débordé, on le voit très bien sur l'indice Eurostoxx, 4411. On a tenté de le faire en début de semaine et puis retour sous ce niveau. Donc on n'arrive pas à passer, on a buté 5 ou 6 fois dessus, c'est quand même significatif. On a ce sommet à plat en haut. Attention à ne pas accélérer trop fort à la baisse après un sommet à plat comme ça, parce que ça pourrait former ce qu'on appelle un sommet en tour. Pour l'instant, ça reste une consolidation dans un trading range très propre, encore une fois très technique. Les opérateurs ne payent plus le haut du range et ils l'achètent systématiquement en bas. On n'a rien de plus comme message dans l'immédiat, mais on voit qu'on n'a pas les drivers pour aller chercher plus loin tout de suite. Comment est-ce que la situation se translate ou se traduit au sein du CAC 40 spécifiquement, Romain ? Là, on peut regarder l'indice CAC 40 ans mensuel. On est toujours à l'intérieur du grand trading range qu'on avait évoqué, 6830 en bas, 7385 en haut. On a tenté de se réinstaller au-dessus, on n'y arrive pas. De la même façon, début de semaine en hausse, et puis on invalide. Donc ça, c'est un petit signe de faiblesse, et ça prouve bien que ces rebonds dans des volumes vraiment anémiques, à moins de 3 milliards sur le CAC 40, n'étaient pas étayés, et ça laisse un tout petit peu perplexe, un peu méfiant en tout cas, sur de façon relative, mais sur la possibilité de poursuite à court terme. Encore une fois, à court terme, la saison des publications trimestrielles qui arrive, est-ce qu'on va trouver les drivers pour repayer ? On regarde que dans ce trading range, on n'est pas repassé sous 7082, qui était la médiane du range, donc on est plutôt du côté solide, mais on n'arrive pas à déborder 7385, qui ouvrirait la voie à un mouvement haussier complémentaire. Donc on est dans une tendance solide, mais qui a besoin de consolider encore une fois, et l'échec du débordement, des faux signaux, et un marché qui flotte un peu encore une fois, effectivement. Et puis ça sera peut-être, oui, effectivement, des grands enjeux. On va parler des enjeux du nouveau semestre qui démarre dans un instant, mais un des enjeux est à regarder du côté des matières premières, après un an de baisse maintenant, par rapport aux sommets qui ont été marqués au cours de l'année 2022 sur les indices globaux de matières premières. Est-ce qu'on est au moment où on peut imaginer un redémarrage des matières premières ? Alors on voit en tout cas quelque chose qui se tend effectivement de ce côté-là. Quand on regarde l'indice CRB, qui est un panier de 19 matières premières assez orienté énergie, mais aussi avec des métaux précieux, on voit qu'il y a une compression qui se forme aussi entre 20,41 et 21,62 dans une structure en biseau. Alors ce sont des structures qui ne sont pas toujours très fiables, donc pour la travailler, on préférera le débordement de 21,62, mais on voit qu'il y a un coup d'arrêt sur ce niveau, de cette zone de support, et pour l'instant, bien une compression. On la voit aussi sur le Brent, on la voit donc sur les métaux précieux aussi, et effectivement, après cette longue consolidation, il y a des éléments qui laissent à penser que le trend pourrait repartir à la hausse de l'ordre de 20-25% sur un panier de matières premières. Ça peut être un bon arbitrage à faire dans une séquence où effectivement les titres ont du mal. On voit d'ailleurs que le secteur des valeurs pétrolières en général depuis plusieurs semaines repaye pas mal. Morel et Pron a une configuration intéressante. Total est un peu sans tendance, mais on a quelques titres comme ça, Esso aussi qui s'est repris. Donc quelques valeurs qui sont payées depuis quelques temps, alors que le Brent ne bouge pas beaucoup. Donc on se méfie aussi d'une petite compression sur le Brent et une petite accélération haussière possible de ce côté-là. Merci beaucoup Romain pour ce tour d'horizon mensuel, ce contrôle technique mensuel des marchés que vous partagez avec nous. Romain Dobré qui est avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.
complet, me dit Mickaël Nizard, mais on va essayer de l'être encore plus avec vous, Mickaël, en se projetant peut-être même au-delà des horizons de temps de l'analyse technique. Mickaël Nizard, le responsable de la gestion multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue, Mickaël. Bonjour Grégoire. Bon, il y a la macro et il y a les marchés, hein, et parfois il faut distinguer un petit peu les deux. Si on prend le sujet macroéconomique avec les enjeux du second semestre devant nous, Mickaël, le premier semestre a été quand même un semestre de résilience macro assez impressionnant pour certains observateurs. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette résilience? Est-ce que cette résilience de l'économie américaine, mais de l'Europe également dans son ensemble, est-ce que cette résilience est une source d'espoir encore pour la suite? Ou est-ce qu'il faut considérer à un moment l'épuisement de ce phénomène? J'ai envie d'aborder ce second semestre avec un mot, des marchés ou une macro en lévitation. Parce qu'en fait, quand on regarde, comme vous le disiez, la macroéconomie, en fait, derrière la solidité apparente finalement des grandes économies développées et aussi du monde émergent, on voit qu'il y a quand même des grandes disparités qui se cachent. Et en fait, cette disparité au niveau macro, on la voit actuellement dans l'industrie manufacturière. On a un marasme au niveau industriel qui est en train de se profiler. Je vous donne 2 chiffres. Quand vous regardez par exemple l'ISM, donc l'indicateur de diffusion et avancée de l'industrie manufacturière aux États-Unis, on est au plus bas depuis le printemps 2020. On est sur des niveaux de 48. Ce qui veut dire qu'en fait, on est en zone de contraction, sachant que 50 étant le niveau de démarcation entre l'expansion et la contraction. Donc en fait, on n'a jamais vu un niveau dans l'industrie manufacturière aussi bas dans les directeurs d'achat au niveau des entreprises manufacturières. Ça, c'est le premier point. Et on peut l'attribuer principalement finalement à la production, avec des nouvelles commandes qui sont en train de se tasser, et notamment dans l'export. La prise de nouvelles commandes, exactement. On est en train de purger progressivement les effets du Covid avec des bottlenecks, donc des goulets d'étranglement qui ont tendance à se dissiper. Et donc globalement, la production est en train de fléchir et on le voit dans l'industrie. Quand on regarde au niveau mondial, sur 29 pays qui composent l'ISM manufacturier, finalement, il n'y en a qu'une dizaine qui sont encore en zone de contraction, dont la Grèce. Étonnant. Mais ce qui veut dire que finalement, il y a une grande majorité de pays dans le monde aujourd'hui qui sont dans cette phase, de manière assez synchrone, de ralentissement, voire même de contraction dans l'industrie manufacturière. Oui, vous dites, il y a 10 pays qui ne sont pas en contraction. C'est ça. Hein. Exactement. D'accord. Oui, et tout le reste, donc, et tout le reste, on a 21 pays qui sont en zone de contraction, liés aussi aux nouvelles commandes et notamment à l'export. Même le Japon, qui profite d'un yen très faible et d'une certaine expansion avec une inflation qui, voilà, globalement, on a une croissance nominale qui a eu tendance à augmenter au Japon. Malgré tout, dans l'industrie manufacturière, on est aussi en contraction. Donc ça, c'est le premier point. Il y a des disparités fortes, à la fois entre les indicateurs avancés versus les indicateurs coïncidents, les soft data versus hard data, de la même manière entre le monde des services et le monde manufacturier. Ouais. Là, l'exemple, c'est production industrielle en France. Voilà, on a plus de 1% de progression de la production industrielle. La négativité qu'on a dans les enquêtes, jusqu'à présent, a été en partie contrariée par la réalité, d'une certaine manière. Exactement. Et en fait, on est au plus haut au niveau de ce baromètre-là, quand on regarde la dichotomie entre soft data, hard data ou service versus manufacturier, on n'a jamais été aussi élevé. Donc ça préfigure quand même C'est pas un très bon signe, pour dire les choses clairement. D'accord. Exactement. Parce que la question, c'est comment les choses se réconcilient à l'arrivée. Exactement. Et on retrouve ces disparités aussi au niveau des marchés. Derrière la solidité des marchés, on a effectivement une disparité qui est très forte. Et en fait, on se pose la question dans nos équipes sur qu'est-ce qu'on price aujourd'hui, qu'est-ce qu'on intègre comme dans le prix de la récession. Et en fait, quand on regarde finalement le marché américain, vous regardez le Russell gross, donc le Russell lié aux valeurs de croissance versus le Russell lié aux valeurs décotées. Les entreprises de taille moyenne aux États-Unis, c'est ça l'indice Russell. Exactement. Et la partie croissance, les valeurs de croissance de ce segment-là. Quel est le chiffre finalement de cette dichotomie, de cette disparité? C'est 23% d'écart de performance entre ces deux mondes. Vous avez d'un côté 30% de croissance, de performance sur le Russell Growth, valeur de croissance, versus uniquement un plus 5% sur les valeurs des côtés. Et à l'intérieur, finalement, au niveau sectoriel, on a finalement des secteurs comme l'énergie ou le real estate, donc l'immobilier, qui sont en baisse, moins 7, moins 2 respectivement, alors qu'on a, comme vous le rappeliez tout à l'heure sur votre plateau, au niveau du contrôle technique, on a plus de 40% au niveau des notamment communication services et tout ce qui est infotech. Donc, on a envie de dire que finalement, on est déjà en train
de pricer, d'intégrer une une mild recession, une récession modérée. On est très loin, bien sûr, de pricer, d'intégrer finalement un crédit crunch, parce qu'on pourrait se poser des questions, notamment sur l'accès au crédit. L'octroi du crédit n'a jamais été aussi faible. Vous avez aujourd'hui des taux d'emprunt au niveau des crédits de cartes américaines qui sont de l'ordre de 20%. Ouais. À quand finalement cette fin de résilience au niveau de la consommation. Donc, on peut se poser des questions. Et finalement, l'une des explications sur cette résilience-là, c'est de se dire on a un interventionnisme de l'État qui n'a jamais été aussi élevé. On a des déficits publics qui sont de l'ordre de 7% au moment où on a un plein emploi. Donc c'est toute la question de qu'est-ce qui va se passer le jour où on va rentrer vraiment dans cette récession-là. Est-ce que les déficits pourront être aussi forts? Et on a une deuxième explication, c'est les excess savings, l'excès d'épargne qui va progressivement se purger et qui peut expliquer cette force, cette résilience de la demande finale. Mais tout ceci pour dire en conclusion, il y a des disparités. Le marché est déjà en train d'intégrer un ralentissement de la croissance et finalement des disparités au niveau sectoriel. Maintenant, vu les valorisations de marché, on n'est pas du tout préparé finalement à quelque chose de un petit peu plus dur. De sévère, oui, c'est ça. Sévère. C'est pas le scénario sévère qui est privilégié aujourd'hui quand on regarde les marchés de cette manière-là. Comment on exploite, entre guillemets, ces dichotomies, ces divergences de marché. Comment est-ce qu'on a envie d'être positionné par rapport à ça, Mickaël ? Alors, on trouve tout d'abord qu'en fait, il y a beaucoup d'opportunités. Parce qu'en fait, vu ces dispersions de performance, cette discrimination en termes de performance et au niveau macroéconomique, entre le consensus versus des investisseurs qui peuvent être complaisants, finalement, il y a des opportunités. Où on va les trouver? En fait, déjà, il faut bien observer, diagnostiquer ce qui se passe. Premièrement, on a, quand vous regardez le rendement, quand vous regardez les primes de risque, ça vous renseigne vraiment sur les attentes de performance qu'on peut attendre. Vous regardez finalement les rendements en fait sur les dividendes boursiers, on est de l'ordre de 4,5 à 5%. Wow. On retrouve le même type de rendement sur la partie corporate. Les entreprises de bonne qualité aux États-Unis sont aussi sur ces niveaux-là. Et on retrouve aussi finalement le même niveau de rémunération sur le cash, au niveau des T-bills. C'est ça. Ce qui veut dire que en termes de primes de risque, on n'est aujourd'hui pas très bien préparé à une surprise négative au niveau des actions et qu'on est bien mieux rémunéré sur du grade d'investissement ou sur du cash. Donc ça, c'est le premier signe de vigilance qu'on peut voir. Il y a une opportunité quand on regarde la performance ajustée du risque, soit sur du cash, soit sur du portage obligataire. Vous dites qu'il n'en faut pas beaucoup pour que les flux ou les investisseurs réalisent effectivement qu'ils vont obtenir la même rémunération avec des produits de taux, par exemple, par rapport à un risque action, alors qui est toujours alléchant, surtout quand on a connu les performances qu'on a relevées avec Romain il y a quelques instants. Mais vous dites, et c'est vrai, je regardais par exemple le rendement du free cash flow d'Apple, c'est très faible, alors que le rendement d'une Apple 5 ans, d'une obligation Apple à 5 ans, offre exactement ou à peu près le même rendement. Exactement. Et par rapport à ce que vous dites, Grégoire, quand vous regardez finalement la composition de la performance sur le marché américain ou le marché européen, mais surtout sur le marché américain, généralement, il y a 3 drivers. Il y a le dividende, il y a l'expansion du PE, donc le price earning ratio, et la partie croissance bénéficiaire. Eh bien, en fait, c'est uniquement aujourd'hui composé par le multiple de valorisation. Il n'y a pas aujourd'hui de livraison de bénéfices qui peut expliquer ce type de performance. Donc, au moment où on a des primes de risque qui sont concurrencées par finalement le grade d'investissement, le portage obligataire ou le cash, ça devient de plus en plus difficile de rester vraiment très investi sur le marché des actions. C'est intéressant parce que ça veut dire que la saison de résultats qui arrive là va être. Alors on fait le coup tous les trimestres. Le premier, ça va être le juge de paix, l'arbitre, etc. Mais peut-être plus que jamais pour cette fois, d'une certaine manière. Si à l'issue de cette saison de publication, il n'y a pas de vrai relèvement des perspectives de résultats, peut-être que le marché regardera les actions par rapport au taux de manière différente. Exactement. La vraie question, c'est les marges. Jusqu'à présent, on a une demande finale qui a permis finalement d'avoir des top lines, donc des chiffres d'affaires relativement forts qui permettent de finalement lâcher un peu la pression sur le contrôle des coûts. Mais on a eu quand même une très bonne livraison de bénéfices au Q1, notamment aux États-Unis, avec des surprises qui sont finalement au-dessus des attentes. Par contre, au Q2, et notamment à partir du second semestre, va se poser la question de l'opposition des forces au niveau des marges, entre d'un côté, vous avez finalement des salaires qui sont quand même relativement élevés, des charges financières qui vont continuer à remonter avec des effets retardés, ça c'est le côté plutôt négatif, et de l'autre côté positif des marges, vous avez finalement le cash
dans les entreprises dont les bilans sont très sains qui vont être rémunérés. Et de l'autre côté, vous avez en plus le coût des bien sûr, prices. un phénomène de déflation quand même, de désinflation très fort. Voilà, il y a le contre des coûts qui commence à... Voilà. Donc il nous semble qu'à un moment donné, les marges, on est autour de 15%, elles vont devoir baisser sur les 6 prochains mois avant de se redresser sur 2024, très certainement. Ce qui veut dire que, pour nous, en termes d'opportunités, stratégie d'investissement, pour répondre à votre question du début, c'est avant tout un semestre qui sera dirigé par des performances sur les marchés obligataires. On a eu des très bonnes performances au niveau de la détention du portage obligataire, donc l'excess return, c'est-à-dire la partie crédit. Il nous semble que la duration, donc les obligations souveraines vont retrouver finalement un certain attrait, parce qu'en fait on a des niveaux de rendement aujourd'hui qui sont très élevés. Et donc il va falloir privilégier les stratégies obligataires versus la stratégie purement action. Très clair. Comment est-ce que là aussi ça a été un des phénomènes du premier semestre, la déception sur la macro chinoise, qui s'est d'ailleurs traduite aussi par des déceptions boursières pour les actions chinoises, avec un retour assez violent par rapport... on a dû marquer un sommet en début d'année, je crois, peut-être sur les indices chinois. Comment est-ce que cette déception macro se prolonge ou non au cours du deuxième semestre ? Et est-ce que là aussi, c'est quelque chose peut-être qu'on va retrouver à un moment dans le discours des entreprises exposées à la Chine ? Alors, c'est vrai que les entreprises et même la croissance mondiale va rester quand même très dirigée par le questionnement sur la relance ou pas de l'économie chinoise. On a eu la réouverture, elle est plutôt relativement limitée. Ils ont quand même des relances jusqu'à présent qui sont très limitées sur la consommation domestique. Il nous semble qu'à l'avenir, on va avoir quand même une relance. Ils vont être obligés d'avoir une relance un peu plus forte, parce que justement, on voit en fait que ça patine quand même au niveau de la croissance. Et donc, il nous semble qu'au niveau du stimulus monétaire, fiscal et budgétaire, on va quand même avoir un vent un push, quelque chose, qui va être un peu plus fort. Alors, est-ce que ça va aider les actions chinoises vu le niveau de valorisation? Il nous semble qu'aujourd'hui, il faut quand même garder une certaine exposition à la Chine, même si jusqu'à présent, ça a été plutôt décevant. Mais il nous semble que cette relance chinoise, même si elle ne va pas ressembler aux années 2015 ou 2008, avec un boom très fort de la stimulation monétaire, mais malgré tout, ils sont quand même obligés de pouvoir relancer leur économie. Donc, il faut quand même garder notamment des expositions à la consommation domestique, ce qu'on a d'ailleurs dans nos fonds. Oui, je comprends. Bon, mais... globalement, c'est quand même la performance obligataire que vous attendez sur le second semestre, plus que la performance action. Tout à fait. Notre call du début d'année et qu'on renouvelle en ce début de semestre, c'est qu'en fait, la désinflation se poursuit. Elle se précise. Quand on parlait tout à l'heure des disparités, l'activité manufacturière qui baisse. Et donc, progressivement, on va le voir dans les chiffres d'inflation. On l'a vu vendredi dernier au niveau du corps PCE. On va continuer à le voir. On le voit d'ailleurs en Europe avec la Suisse qui commence à... On est à moins au de niveau de l'inflation, on revient dans les... 1,7, j'ai vu, je crois, c'est ça, ensuite. Voilà, Suisse, tout à fait. Je vois que l'inflation globale. Et donc, globalement, un chiffre d'inflation sous les 2% aujourd'hui, c'est rare. Les gros titres dans le monde entier. Donc, donc, ce qui veut dire qu'au niveau des performances obligataires, ça devrait être un moment salué par les investisseurs avec un rendement sur la duration qui va être intéressant. On n'a pas parlé des banques centrales, c'est-à-dire que c'est plus le sujet. Enfin, en tout cas, la hausse des taux n'est plus le sujet là pour le deuxième semestre. En fait, c'est les dernières hausses, l'incrément qui devient disproportionnel en termes d'impact. C'est-à-dire que 5,50 ou 5,75 sur le taux terminal de la Fed, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de pricer, on est en train d'intégrer le 5,75, pas totalement, mais presque. Ce qui veut dire qu'on est au bout de ce chemin-là. Mais sachant qu'il y a depuis longtemps, on pensait. Mais déjà, ça rouvre la perspective de prise de duration pour l'investisseur obligataire. Totalement, exactement. Et puis toute la question du dollar, qui de manière structurelle peut devenir un petit peu plus malmenée, parce que justement, on arrive à un plateau avec des déficits budgétaires qui sont relativement forts. Mais ça, c'est structurellement. Tactiquement, le dollar, pour l'instant, on est plutôt neutre. Merci beaucoup, Mickaël. Merci pour cet éclairage sur les enjeux du deuxième semestre, sur le plan de la macroéconomie et sur le plan des marchés, bien sûr. Mickaël Nizar, qui est avec nous en plateau, responsable de la gestion multi-asset et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette édition de Smart Bourse. On se retrouve à 17h, bien sûr, en direct sur Bismart.